Ça, c'est la page d'accueil du site Web. Elle est divisée, si on veut, en 4 grandes sections. Il y a la première section ici en haut, okay, qui se trouve à être la section des programmes et des guides prescrits pour les programmes de formation en tourisme et en hôtellerie pour Haïti. La section du centre ici, c'est la section des recueils et des guides. Les guides pour les formateurs, les guides pédagogiques pour les formateurs, les guides pour s'approprier l'introduction à l'APC, le premier guide. Guide pour l'appropriation de la documentation et guide pour la planification pédagogique. Ces 3 guides-là sont des guides essentiels pour qu'un formateur s'approprie les grands principes de l'APC. Plus bas, toujours dans la même section des guides, on a les guides pour l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus qu'on peut mettre en place dans un centre de façon à aider à absorber les coûts des matières premières. Parallèlement à ça, si on fait des activités dans notre centre de formation, on aura besoin d'implanter des outils de gestion de ces équipements-là et de matériel et des outils de gestion pour les denrées alimentaires, c'est-à-dire les intrants pour les activités. Pour accompagner cette section de guide pédagogique-là, on a produit 4 capsules dont chacune a une thématique qui recroisent un petit peu les guides à l'attention des formateurs, c'est-à-dire comprendre l'APC, la première capsule. La deuxième capsule a attrait à la micro-planification d'une formation, c'est-à-dire le plan de la leçon comme tel. La capsule sur les plans de modules a attrait à la macro-planification, c'est-à-dire ce que je vais faire durant l'enseignement de mon module et son évaluation à la toute fin. Et la dernière capsule va énumérer les approches pédagogiques qu'on est en mesure de prendre. Donc, je résume jusqu'à maintenant. On a la première section en haut qui contient les programmes et les guides prescrits par l'INFP. La section suivante, c'est les guides et les capsules d'accompagnement. Et la troisième section, c'est le cœur du site qu'on met à votre disposition, qu'on vous transfère en fait. Elle s'adresse aux 2 aspects de l'implantation des programmes de formation selon l'approche par compétence, c'est-à-dire en amont, le renforcement organisationnel qui inclut l'ensemble des départements, si on veut, l'ensemble des services qui doivent être mis en place de façon à supporter la formation selon l'approche par compétence. On peut facilement identifier ici tout l'aspect des stages, okay, qui est important en approche par compétence. On peut identifier également les activités pédagogiques de revenus, toutes les activités qu'on fait et qu'on est en action dans un environnement qui est presque réel, en fait, dans un environnement qui reproduit le milieu de travail. On appelle ça des activités pédagogiques génératrices de revenus. Et la formation continue, qui se trouve à être toujours la mise à jour de nos connaissances pédagogiques. Donc, c'est réellement au niveau organisationnel, les services au niveau des centres à mettre en place pour supporter la pédagogie, pour supporter la formation selon l'approche par compétence. Si tu me permets, Jacques, une petite parenthèse, juste pour faire du pouce sur ce que vous disiez, Sœur Rose-Monique, tantôt, quand on vous aura transféré le site, même si vous travaillez plus tard avec d'autres organismes que CETHH ou Éducation internationale, vous pourrez l'alimenter en venant insérer de la nouvelle documentation dans ce site-là
Et la première partie que Jean vous a présentée, où il y avait tous les programmes de formation et les guides, bien, ce sont les programmes et les guides seulement pour les 4 programmes avec lesquels on a travaillé, mais vous pourrez aller déposer là votre programme de plomberie, votre programme de maçonnerie, etc. Exactement. OK. Donc, merci, Ronald. Sur la droite, c'est réellement l'organisation pédagogique. Au niveau du travail, au niveau de la gestion du centre, des formateurs. C'est la symbiose, si on veut. Elle s'opère, cette symbiose-là, dans les fonctions, dans le rôle et fonctions du comité pédagogique. C'est le comité pédagogique qui est en charge d'élaborer les épreuves pour fin de sanction, d'envisager l'élaboration des épreuves pour fin de sanction, de voir est-ce que la documentation pédagogique respecte ce qui est nécessaire d'être évalué au niveau des épreuves de sanction, les différentes activités d'apprentissage, de base, de transfert et d'entraînement, de même que les différentes évaluations de façon à se rendre à l'administration des épreuves de sanction, qui, elles, seront reconnues si elles sont exécutées dans un cadre qui est très formel, seront reconnues par l'INFP. Si on est capable à l'INFP d'élaborer les épreuves de sanction qui respectent les critères d'évaluation, les activités d'apprentissage et les activités de formation qui permettent d'évaluer la progression des apprenants vers l'étape culminante de l'épreuve de sanction, a acquis la compétence dans sa totalité. Okay. Et il y a toujours la consignation des résultats. Okay. Donc, ça, c'est un petit peu le tableau au niveau de la gestion du centre et au niveau de l'organisation pédagogique, la mise en place de l'APC. Naturellement, l'APC, étant donné qu'on est dans un monde qui est en action, on est dans la réalité en permanence, ben, il y a des savoir-être qu'il faut être capable de répliquer dans ces activités d'apprentissage. Ces savoir-être-là, c'est des notions entrepreneuriales qu'on est capable de mettre dans sa tâche de tous les jours de façon à être compétitif et de s'améliorer constamment. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes de façon à distribuer de façon égale l'ensemble des tâches qui sont à exécuter. Que ce ne soit pas tout le temps la tâche de celle-ci ou la tâche de celui-là d'exécuter une tâche qui lui est traditionnellement dédiée. Il y a une bonne distribution des apprentissages. L'inclusion des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité. Si on veut améliorer le monde dans lequel on vit, il faut faire de la place pour tous. Et naturellement, l'environnement, okay, qui est très important. Avoir toujours en tête le développement durable. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y a des outils qui ont été spécifiquement développés en période de pérennisation, de capitalisation des activités du projet. Donc, moi, mon rôle ce matin, c'est peut-être plus aller vous chercher, vous identifier ces outils-là en particulier qu'on n'a pas eu la chance de vous présenter en long et en large par des mandats sur le terrain ou des activités sur le terrain. Donc, je vais tenter au maximum de vous identifier les nouveaux éléments que vous devriez explorer pour vous approprier davantage le contenu. Donc, je reviens en haut et je vais passer chacune des sections plus en détail. On a parlé de la première section ici, qui sont les guides et les programmes prescrits. Ça vient de l'INFP. Si j'appuie, je vais changer de page
Et c'est là que je vais accéder aux différentes pages de programme, le brevet d'aptitude professionnelle en cuisine, en service restauration, en réception d'hôtel et en housekeeping. Et ça, ce sont réellement les PDF des programmes de l'INFP. Donc, si je clique sur brevet d'aptitude professionnelle en service restauration, j'accède à la documentation telle qu'elle est diffusée par l'INFP, c'est-à-dire le programme de formation service restauration, le guide pédagogique et le guide d'évaluation. Pour chacun des 4 programmes qui ont été supportés par le projet. Si je vais en cuisine, brevet d'aptitude professionnelle BAP en cuisine BCU, c'est le même constat, en fait. C'est le programme de formation cuisine avec son guide pédagogique ici et son guide d'évaluation plus bas ici. Je me permets une intervention, Jacques. Oui. Il m'est arrivé, quand je suis allé en Haïti, de rencontrer des formateurs qui me disaient « Ah, mais M. Morel, moi, je ne l'ai pas, le guide, OK? » Alors, ce serait très facile maintenant, sœur Myrlène ou sœur Rose-Monique, à toutes les fois que vous accueillez de nouveaux formateurs, leur donner l'adresse Internet du lien et ils pourront accéder en ligne au guide. Bien sûr, dans certains cas, on veut l'imprimer pour avoir une copie papier parce que papier, tout à fait. À manipuler, mais si un formateur perd sa copie papier, il aura toujours en ligne accès à tous les documents dont il a besoin pour sa formation. Oui. Et c'est là que je vous invite à éventuellement déposer vos autres programmes, ceux de plomberie et compagnie. Là. Et c'est également, si je clique pour ouvrir le programme, j'accède directement au PDF du programme. Donc, je peux l'imprimer, je peux le télécharger, je peux me l'approprier sur mon téléphone ou sur mon ordinateur sans difficulté. Et cette procédure-là, elle est vraie pour tous les outils, les documents qui sont sur ce site-là. OK. D'accord? Oui. Et après, on peut avoir, si j'aimerais bien avoir le lien pour récupérer ces documents. Oui, oui, absolument. OK. Donc, ça, c'est pour la page des programmes de l'INFP. Et je vous ai inclus également, parce qu'on a eu une activité tout au long, durant l'intervalle du projet, sur les bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité. Ça avait fait, on avait fait un séminaire sur les bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité alimentaire. C'est un guide de la MAPAC, c'est le ministère de l'Alimentation et de la Production agricole, c'est ça? Donc, ça peut être un document d'appui pour vous, pour vos formations en hygiène et salubrité. Et il y a le fameux certificat d'aptitude professionnelle en enseignement technique, dont la plupart des formateurs ont reçu une certification, Manika, Sophia, Emmanuel, Madame Chaperon. Oui. Donc, c'est le fameux CET qu'on a tenu à bout de bras pendant les 4 années du projet, pour la formation des formateurs en enseignement technique selon l'APC. Donc, ça peut être quelque chose qui est important pour vous, sœur Myrlène, pour peut-être répéter dans le temps ces formations CET de façon à avoir vos formateurs qui sont certifiés en APC. En APC, c'est très, très important. Oui. Donc, ça, c'est pour la page des programmes et des guides prescrits. S'il y a d'autres programmes, comme Ronald disait, plomberie, mécanique automobile, s'il y a d'autres programmes que vous voulez insérer dans cette page-là, tout ça, c'est possible. Il s'agit d'avoir un PDF et on pourra faire ensemble une mise en ligne.
sur un livret, de façon à ce que vous soyez capable de le répéter. D'accord? D'accord, d'accord, Jade. La section que je vais couvrir, là, elle est passablement récente, nouvelle. Elle contient du nouveau contenu. Okay. C'est les recueils des bonnes pratiques et les guides et capsules d'accompagnement. Ce que les recueils des bonnes pratiques sont, c'est une espèce de condensé. On va aller en voir un, pratique de gestion. C'est un condensé des gestes à poser et des questions à se poser avant la mise en place d'un programme de formation selon l'approche par compétences, avant le début de la formation, au début de la formation, pendant la formation. Ce sont des ensembles de gestes de façon à bien répondre aux exigences de l'APC pour l'implantation des différents programmes. Si je clique sur un lien, supposons au début de la formation, geste à poser au début de la formation. Donc, on dit planifier des activités pédagogiques génératrices de revenus. C'est au début de la formation qu'on doit envisager si on aura des activités génératrices de revenus qu'on voudra réaliser. Quels sont les stages? Planifier les stages. Revoir le calendrier des épreuves de sanction. À quel moment mes modules terminent et que je dois évaluer si la compétence est atteinte. Okay? Donc, ce sont toutes ces questions. C'est comme un guide. Hein? On suit chacune des étapes et on passe à travers notre fiche de contrôle et on répond à toutes les exigences de la mise en place, en fait, du début de la formation. Et les gestes à poser pendant la formation, c'est un petit peu la même chose, mais lorsque le module est en enseignement. Quelles sont les questions à laquelle je dois répondre? Donc, on a ce recueil-là pour un gestionnaire. Je reviens en arrière. On l'a pour les recueils des bonnes pratiques de gestion et on l'a pour les bonnes pratiques pédagogiques. Un s'adresse à vous, mes sœurs, et l'autre s'adresse aux professeurs, aux formateurs. Mais ils ont des chemins croisés. Un moment donné, le gestionnaire doit aller voir le formateur et faire en sorte qu'il est à la bonne étape également au moment d'entreprendre sa formation. Donc, c'est réellement une marche à suivre pour le bon déroulement de la formation en APC. Là aussi, Jacques, je fais une intervention, si tu veux bien. Absolument. Sœur Rose-Monique, on a eu l'occasion de travailler ensemble à quelques reprises. Vous êtes présentement remplacée par Sœur Marie-Merci, qui connaît bien le centre, mais qui n'était pas avec nous les 4 dernières années. Donc, oui, ça c'est sûr. Pour une nouvelle personne qui arrive en direction ou pour quelqu'un qui arrive en direction comme Sœur Marie-Merci, mais qui n'était pas là à l'implantation de l'APC, un guide comme ça, c'est un peu comme un pense-bête hein, qui vient nous rappeler les différents éléments qu'on doit voir au cours de l'année. Ce n'est pas un guide de gestion globale. Il y a toute une partie que vous avez à gérer qui ne se retrouve pas dans ce guide-là. C'est vraiment la gestion en lien avec l'implantation de l'approche par compétences. Okay? Oui. Et ça pourra vous être utile très. À toutes les directions de centre, les directions adjointes que vous intégrez dans le futur, ils auraient avantage à regarder ce guide-là. Oui. Jacques l'a peut-être dit tantôt, je ne l'ai pas saisi, mais dans le guide, il y a plusieurs éléments qui sont en bleu. Ce sont des hyperliens. Si vous cliquez sur un hyperlien, ça vous emmène au document qui traite de cet aspect-là. Oui. Comme par exemple, geste à poser avant le début de la formation. OK. Bien connaître le programme de formation et le guide d'évaluation. Donc, c'est le rôle du gestionnaire de centre de faire en
sorte que son formateur est le guide, est le programme et est le guide d'évaluation. OK? Donc, on retourne au même endroit qu'on était tantôt. Voyez-vous? Donc, dans mon recueil, j'ai des liens rapides aux différents éléments que j'ai du centre. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. D'accord. C'est bon, Ronald? Oui, c'est bon, Jacques. OK. Donc, les recueils, comme vous avez vu, oups, juste un instant, voilà. Les recueils, comme vous avez vu, ce sont des petites fiches de contrôle. Il y a beaucoup d'informations qui est disponible d'une forme explicative dans les guides des formateurs. Comme si, supposons, je vais dans le guide numéro 2, appropriation de la documentation pédagogique. Donc, mon recueil des pratiques de gestion fait référence à mes programmes et mes guides d'évaluation. Et mon guide ici m'enseigne comment m'approprier ces guides et cette documentation-là. Okay. C'est toujours le même principe. On clique dessus, il s'ouvre. C'est un fichier, donc on peut le télécharger, l'imprimer, le garder sur son ordinateur, le modifier, faire ce qu'on veut avec. OK. OK. Les documents pédagogiques, le programme de formation. Donc, on vous enseigne étape par étape comment vous approprier. Donc, c'est très pertinent pour un formateur ou une formatrice d'avoir accès à cette documentation-là. Okay. On a beaucoup parlé de la gestion des centres et des pratiques pédagogiques, mais on a vu que également dans l'APC, il y a beaucoup d'activités à l'intérieur de laquelle on prépare de la vraie nourriture. Et on aimerait beaucoup être capable, à toutes les fois qu'on pratique avec de la vraie nourriture, être capable de vendre des produits qu'on cuisine ou qu'on prépare ou qu'on les fasse apprécier par des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, ce type d'activité-là en APC, ça s'appelle des activités pédagogiques génératrices de revenus. C'est-à-dire qu'on se sert d'une activité dans laquelle on a des intrants, on gère du matériel et on gère des denrées alimentaires de façon à produire une activité qui a un extrant. Et l'extrant, on est capable de le valoriser. Okay? Donc, le recueil qui est ici va faire référence aux étapes pour la mise en place d'une APGR, c'est-à-dire gestes à poser avant la mise en place de l'APGR, gestes à poser lors de la mise en œuvre, pendant l'opérationnalisation et la toute fin pour être capable d'évaluer si on a retiré un certain bénéfice ou si on a place à amélioration, disons. Oui. D'accord? Donc, c'est toujours le même principe. Oui. Et c'est la même chose aussi que les écoles d'entreprise, n'est-ce pas? Exactement. Oui, exactement. Okay. Oui. Ici, ça permet de formaliser davantage entre votre réflexion à vous, sœur Rose-Monique ou sœur Marie-Merci, maintenant qui est dans le centre, et les formateurs de façon à avoir des actions qui sont cohérentes lors de la mise en place de ces activités-là. C'est-à-dire tout le monde travaille dans la même direction selon le même chemin. Oui, okay. C'est extrêmement important, la convergence des forces en ce sens-là. Exactement. Donc, le recueil est là pour nous faire rappeler
étape par étape. Oui, oui, c'est très OK. important. Très, très important. Non, c'est vrai. Et si on a besoin de plus d'informations, Mhm. ben, dans la section des guides, de la même façon qu'on avait des guides à l'intention des formateurs, dans la section des guides, on a réellement un guide qui est plus approfondi pour la mise en place d'une APGR OK. et pour se sensibiliser à des notions d'entrepreneuriat. Parce que Good. lorsqu'on fait une activité génératrice, pédagogique génératrice de revenus, c'est le meilleur moment pour faire prendre connaissance aux jeunes de notions entrepreneuriales. Oui, oui, Parce qu'il y a des frais encourus, il y a une profitabilité, il y a une oui, oui. qualité à maintenir et il y a de la préparation à mettre en place. Donc, on sait qu'en Haïti, beaucoup de jeunes auront à créer leurs propres Oui, emplois. il n'y a OK? pas à sortir de là. Et Parce nous que devons les stimuler à aller dans cette ligne-là parce que il y vraiment, a- tous ces jeunes conformes, c'est sûr que tout le monde n'aura pas accès à une entreprise. Mais tout oui, simplement, si la jeune est vraiment bien équipée, elle saura comment s'y prendre et les points qu'elle doit respecter en lançant quelque chose de personnel ou en équipe. absolument. Et ça peut, une entreprise là, profitable, là, ça peut être aussi simple que préparer des sandwichs pour l'heure du midi. Hein? Oui, OK? Et d'installer un kiosque et de faire oui. une activité entrepreneuriale. OK? Donc, il ne faut pas nier, OK? Il ne faut pas non plus réduire le potentiel qu'une activité peut avoir dans la vie d'un jeune qui est Oui. capable de réaliser quelque chose, qui est capable de donner une valeur à Mhm, certains mhm. ingrédients qui Oui, assemblent. C'est ça de la création de la valeur. oui, c'est sûr, On c'est prend un sûr. morceau de pain, on prend un morceau de jambon, on le met ensemble et tout à coup, oups, il prend une valeur différente. Exactement. Les valeurs ajoutées. C'est ça. Oui, des valeurs ajoutées. Et il faut OK? savoir, après, nos jeunes vraiment tenir compte de ces différentes compositions qui pouvaient vraiment et avoir capable d'établir aussi les coûts et tout ça. Non, voilà. Parce que souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, on pense à la grande entreprise. Mhm. Mais l'entrepreneuriat, c'est dès qu'on donne une valeur à quelque chose et qu'on en Yes. retire un bénéfice, on devient entrepreneur dès Oui, lors. oui. Et si on Avec sait une notion de exploiter, discipline, il faut de la discipline aussi, hein, là. oui, Oui, c'est sûr. Oui, un peu de discipline, c'est pas bien. vous avez parfaitement raison. Oui. Donc, je continue. Donc, Euh, je fais encore une intervention, Jacques. bien sûr, Ronald. Comme on l'a vu tantôt dans le guide de gestion, on proposait de réfléchir dès le début aux APGR, hein, aux activités génératrices de revenus. Et là, Jacques parle d'activités génératrices de revenus. Bien, pourquoi on le fait dès le début? Parce qu'une activité génératrice de revenus peut donner un peu de, comment dire, un peu d'air au centre de formation parce que ça vous apporte des capitaux que vous n'auriez pas autrement, mais ce n'est pas sa seule utilité. Si on le fait dès le début avec la participation des formateurs, eux voient comment l'intégrer dans leur formation pour que ce soit en même temps très pédagogique. Alors, Exact. Je le crois que danger, c'est... Oui, oui, le danger, c'est de réfléchir à une activité génératrice de revenus qui pourrait effectivement générer beaucoup de revenus, mais qui ne servirait pas très bien la pédagogie, qui ne servirait pas très bien les élèves. Jacques disait tantôt, si en oui, plus oui. vous attachez ça avec l'entrepreneuriat, alors là, vous êtes en train de générer des revenus, vous servez la formation parce que le formateur peut utiliser ça dans ses cours pour donner son cours, et Exactement. et Oui, l'élève apprend à devenir un peu entrepreneur aussi. Oui, oui, excusez-moi, Sœur oui. Rosemonique. Oui, Vous non, je suis disiez? entièrement d'accord avec toi et Ronald, parce que quelquefois, si on ne fait pas cette planification ensemble pour que le professeur puisse sentir que ça fait partie intégrante
de la formation, ça peut même engendrer des petits conflits, quelque chose qui va, comme vous dites, c'est un plus que le professeur est en train de donner, mais cependant, elle n'arrive pas à l'apprécier à sa juste valeur, comme ça, ça fait partie même en soi du programme. Exactement. C'est ce travail-là que nous devons faire. Et on l'a vécu, hein? On a vu des formateurs qui croyaient que ça s'ajoutait à leurs tâches, qui avaient l'impression que l'activité génératrice de revenus, c'est quelque chose qu'ils devaient faire en plus de la formation, tandis que c'est inclus dans la formation. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est extrêmement important ce que vous avez souligné là. Et on doit vraiment bien intégrer ça à l'intérieur du programme pour que le professeur voit que ce n'est pas un surplus, pas quelque chose qu'on ajoute, mais tout simplement, c'est juste à cette finalité que nous devons arriver avec ce type de jeunes que nous avons formés. Que les jeunes soient à mesure vraiment d'arriver à sa prise de vie en main. Non? En ce sens qu'ils sont capables de générer quelque chose, de créer quelque chose, mais l'école est comme cet espace que le jeune a tout simplement pour commencer à faire ce type d'expérience-là. Donc, je poursuis. Pour faire une activité génératrice de revenus, on va devoir gérer 2 éléments supplémentaires qui se trouvent être, d'une part, les équipements qu'on aura besoin pour exécuter notre activité génératrice de revenus, et on aura besoin d'intrants, c'est-à-dire de denrées alimentaires qu'on devra qualifier et qu'on devra s'approvisionner pour réaliser notre APGR. Donc, ça, c'était le travail, la version, le travail de Caroline qui nous a un petit peu modélisé le travail d'un gestionnaire d'institution, comment il gère son équipement et comment il gère ses intrants de denrées alimentaires. Donc, n'hésite pas, Caroline, si tu veux mettre des précisions. Moi, je vais y aller, je vais présenter, puis tu fais comme Ronald, tu m'arrêtes, puis Donc, le premier, c'est le recueil. Donc, c'est toutes les étapes. Donc, l'achat des équipements et du matériel, la procédure d'achat, demande d'achat, les inventaires, comment ranger l'équipement. C'est tous des trucs qu'il faut. Comment également faire le prêt de matériel. Comment il y a des prêts à l'interne, il y a des prêts aux formateurs, il y a des prêts aux apprenants, de façon à ce qu'ils soient capables d'exécuter leur... Et il y a des outils. Il y a des outils qui ont été développés de façon à prendre l'inventaire. Si je descends, c'est tout le même principe qu'on a vu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on fait lors de la réception des équipements, du matériel, ainsi que l'installation? Registre de réception des achats. Procédure d'identification des équipements et du matériel. Inventaire. Donc, c'est un tableau. OK. Toujours le même principe. Vous pouvez vous l'approprier. Vous pouvez le... OK. Donc, c'est un tableau qui vous montre l'inventaire. Et Caroline a également réalisé des guides qui approfondissent chacune de ces sections-là en expliquant le pourquoi et le comment de chacune de ces sections-là. Là, nous étions dans la section recueil en haut, ici, gestion des matériels et équipements, gestion des denrées alimentaires, même principe. Mais ici, vous avez les guides qui sont plus élaborés. OK. Ça, c'est réellement le guide de gestion des équipements et du matériel en détail. OK. Donc, vous avez les 5 fonctions, l'achat, l'inventaire, le rangement, le prêt et le nettoyage et l'entretien. Donc, ce sont les 5 grandes fonctions de la gestion des équipements. Et les outils, oui, appropriés aux 5 grandes fonctions de la gestion des équipements et du matériel. Le même format se reproduit pour la gestion des denrées alimentaires.
C'est un fichier que vous pouvez vous approprier, télécharger, modifier, et on voit les fonctions, l'achat de denrées alimentaires, inventaire de denrées alimentaires, rangement fonctionnel, planification, c'est assez important, gestion des surplus, parce que lorsqu'on fait une préparation, on a certainement des surplus. Exact. Comment les réutiliser? Démonstration et substitution. Ça, c'est une proposition de Caroline et je le trouve vraiment pertinent. OK? Comment faire de la substitution? Comment préparer les apprenants à faire de la substitution d'ingrédients? OK, qui est en fait indispensable là, parce que à l'occasion, il y a des... donc, c'est des petites façons de faire, des petits trucs. Ici. C'est démonstration et substitution en laboratoire. Donc, ça donne des pistes de solutions pour les formateurs de façon à faire des exercices peut-être moins qui requièrent plusieurs ingrédients, mais qui portent l'étudiant à réfléchir sur ses substitutions, sur ses mélanges, etc., etc. Donc, je trouvais ça bien important de vous souligner cet aspect-là, parce qu'on en parle souvent, là, comment est-ce qu'on peut substituer ci, comment est-ce qu'on peut apprendre ça sans nécessairement le faire. OK, donc, apprendre à mesurer des volumes, pas besoin de faire ça avec de la farine et avec du vin, on peut faire ça avec de l'eau colorée. Donc, des petits trucs à ne pas négliger et à prendre connaissance. Également, bon, là, je mélange encore les deux. Activité génératrice de revenus et gestion des équipements. Je vais vous montrer dans la section renforcement organisationnel et organisation pédagogique. Dans la section réellement plus détaillée, dans le cœur là, de l'activité génératrice de revenus, on a mis à disposition des centres, parce que ça reste quand même un concept abstrait, d'être capable de dire « je vais faire telle activité et je vais lui attribuer telle et telle et telle et telle et telle compétence ». Ça fait qu'ici, on a fait l'exercice pour une cantine. OK? Donc, la cantine, elle réalise des sandwichs sur l'heure du midi. Donc, on est allé chercher dans les programmes de formation BCU et BSR l'ensemble des compétences pour compléter chacune des étapes de la réalisation, de l'exécution d'une petite cantine sur l'heure du midi. Okay. Donc, la première étape, prise en compte du profil de la clientèle. Donc, je peux faire une petite recherche sur qui va venir chercher mes sandwichs sur l'heure du midi, quelle sorte de sandwich ils aiment. Une activité que je ferais dans la vraie vie si je voulais servir des sandwichs sur l'heure du midi. Mais là, on le fait prendre en compte par l'apprenant. On le prépare. Okay? Donc, les variétés, définir les variétés de sandwich. Petit déjeuner, choisir les ingrédients. Nouvelles tendances alimentaires, si on veut introduire des nouveaux trucs. Calcul du prix de revient pour établir le prix de vente. Donc, okay, ce sont toutes les activités et quelles sont les compétences qui s'y rattachent. Okay, donc ici, on a défini comme il y a 10 étapes dans la réalisation de mon activité de sandwich à la cantine du midi. Et mes apprenants parcourent chacune des compétences dans chacune des étapes et je suis capable de les évaluer. Donc, naturellement, évaluer de façon formative, là, de façon à les rendre meilleurs et à les engager dans une amélioration. Et naturellement, pour exécuter ça, je devrais faire préparer
les équipements appropriés. Oui. Donc, je devrais avoir un système de prêt à l'interne qui est présenté dans le recueil de gestion des équipements. Je devrais avoir une réquisition pour les denrées alimentaires qui sont présentées dans le guide de gestion des denrées alimentaires pour l'exécution de mon activité génératrice de revenus, cantine du midi, que je peux même donner à un groupe d'étudiants à réaliser. Et ce groupe d'étudiants-là change à toutes les semaines et ils préparent différentes sandwichs, différents items qui peuvent être servis au lunch et vendus, de façon à générer un retour sur la pratique que les jeunes auront fait. D'accord? Oui. Et on l'a fait, il n'est pas tout à fait terminé encore, malheureusement, mais ça se termine, là, nous, on travaille encore sur ces éléments-là, là, jusqu'à la toute fin du projet. On l'a fait pour un banquet. OK? Donc, le même principe qu'on a fait pour une simple activité de cantine, on a essayé de l'exploser pour une activité de banquet. C'est-à-dire, là, il y aura beaucoup plus de compétences, il y aura beaucoup plus d'étapes, mais ça vous donne une idée. Okay? La mise en scène n'est pas totalement complétée, la mise en page, mais compétences transversales tout au long. Lorsque je réalise mon activité de banquet, je serai en mesure tout au long d'observer ces différentes compétences-là, tant pour les modules de BCU que pour les modules de BSR, etc., etc. Donc ça, c'est deux dans l'activité qui sont très, c'est des exemples d'activités intégrées d'une APGR à partir des compétences des programmes. OK? Ça donne un cadre pour lorsque vous faites une activité avec les étudiants, peu importe l'activité, comment lui attribuer des compétences. Oui. Et Ça, il faut bien maîtriser le programme. Encore une intervention, Jacques, pour sœur Myrlène et sœur Monique. Oui. Plus vous allez être en mesure de mettre en place ce genre d'activité-là, là, Jacques a présenté deux exemples, mais dans un programme de formation, on pourrait très bien avoir 4-5 activités comme ça au cours de l'année. Oui. Non seulement c'est générateur de revenus, mais au niveau de la motivation pour les élèves, au lieu d'avoir l'impression d'être en train de faire un cours compétence 1, après ça compétence 2, après ça compétence 3, bref, toute une série de cours en silo, l'élève aura plutôt l'impression d'être en projet et au travers son projet, il fera des apprentissages. C'est beaucoup plus mobilisant pour un élève d'être en projet. Oui, c'est plus dynamique. Le cours est plus dynamique aussi. C'est plus dynamique. L'élève se responsabilise par rapport à la tâche qu'il exécute. Il sait que ses sandwichs vont être vendus à quelqu'un. Alors, le travail est de plus grande qualité. Et au début, si vous avez moins un souci de grande rentabilité, certains produits peuvent même être vendus au coût, justement à des élèves qui sont en difficulté. Alors, tant qu'à cuisiner certains mets, je pense que vous le faites déjà, vous cuisinez certains mets qui pourraient valoir 2000 gourdes, mais vous les laissez à 1000 gourdes à vos étudiants parce que vous savez qu'ils ne vous coûtent que 1000 gourdes. Là. Exactement. Exactement. C'est vrai. Merci. C'est très pertinent cette intervention-là de ce matin parce que ça vraiment nous ouvre les yeux et puis voir des aspects que nous pouvons vraiment tirer beaucoup plus de profit aussi avec les mêmes jeunes et puis aussi rendre les cours, comme je disais tantôt, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus participatifs et le jeune se trouve dans une situation où il sent qu'il est vraiment protagoniste de ce qu'on est en train de réaliser. Oui. Jacques, montre-leur avec la flèche où est-ce que tu as mis le guide sur ta barre d'outils de ton web, là. Tu sais, tu l'as mis, là, le guide en ligne, tu te l'as mis, toi, sur la barre d'outils. Ici? Oui. Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, sœur Myrlène, sœur Rose-Monique, vous allez avoir le lien pour aller sur le site. Sœur Rose-Monique, vous l'avez déjà. Sœur Myrlène, vous l'avez. Oui, Je vous oui. invite, quand vous allez ouvrir la page la première fois, de le placer dans votre barre de tâches de votre serveur Internet. Là, je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez, de sorte que vous n'aurez plus besoin d'avoir le lien pour y accéder. Vous allez cliquer sur vos favoris que vous allez avoir mis dans votre barre de tâches et facilement, vous allez rentrer dans ce guide-là. Ça va vous permettre de prendre l'habitude. Oui, c'est sûr, de rentrer continuellement, de le visiter, puis de consulter, et que ça vraiment, c'est notre livre de chevet, je pourrais dire. Ça deviendrait vraiment notre